Monsieur le directeur général, Monsieur le secrétaire général, pour ces mots introductifs. Je serais censé dire quelques mots sur, d'abord, en mon nom de directeur exécutif, mais je voudrais aussi rappeler les fondamentaux avant de passer à l'international, puis revenir à la radicalisation. Les fondamentaux, c'est que la lutte contre la radicalisation, c'est effectivement une sorte de prévention du crime, dans tous les sens du terme, parce qu'on parle de radicalisation, on peut parler de désengagement. Les doctes, comment dirais-je, bataille sur ces termes-là, arrivent toujours à la même fin. C'est qu'on ne veut pas qu'il y ait d'actes de terrorisme commis. Comme le rappelait Stéphane Rolland, après tout, après l'attentat Charlie, après les attentats au Bataclan, mais aussi après tous les attentats. Je dirais, vous savez, avec le travail que j'ai, je vais souvent un peu partout, et je suis aussi meurtri quand je vois les attentats qui ont eu lieu le week-end dernier au Pakistan. Parce que ça veut dire que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas et qu'on n'arrête pas, finalement, cette vague de radicalisation. Et je crois qu'une erreur serait d'être trop, je dirais, franco-centriste ou franco-centrique. Il faut envisager le problème de la lutte contre la radicalisation au niveau global, mais en étant des professionnels. C'est-à-dire que chaque endroit, chaque pays doit penser à une forme spécifique de radicalisation, une action spécifique. Je dis une, c'est plusieurs, mais je veux dire par là, chaque action doit être vraiment spécifique. Quand on parle de radicalisation, dans le monde, au niveau de l'ONU, souvent on dit « Ah, il faut faire des grandes actions sur le développement, l'éducation, le dialogue interreligieux, les trois pôles. » Oui, mais comment? Et je crois que l'avantage du centre, c'est de travailler en profondeur. Ça, c'est la première question. Comment? Il faut travailler sur des choses spécifiques. J'indiquerai tout à l'heure ce que je veux dire par là. Et c'est la raison pour laquelle, en travaillant au niveau global, on peut faire des comparaisons. Il faut faire du comparatif. Il faut dire, ah, ici ça marche, il y a des choses qui marchent comme ça, mais est-ce que ça peut être reproduit quelque part ailleurs, chez nous, ou ailleurs? Il y a 5-6 ans, par exemple, l'éducation des imams, j'avais déjà dit, il y a 5 ans, que le Maroc était particulièrement bien outillé avec l'Institut international qui avait été créé au Maroc pour lutter contre la radicalisation des imams. J'en avais parlé ici au ministère de l'Intérieur, et quelques temps après, c'est pas forcément dû à ce que j'avais dit, mais quelques temps après, effectivement, on a commencé à dire, voilà, on a besoin d'actions spécifiques pour la formation des imams, que les gens qui passent à instituer imam ou autre chose d'ailleurs, directement. Bien. Donc, c'est vraiment un problème qui me préoccupe. La deuxième chose, c'est l'interconnexion. Et c'est très bien que le secrétaire général de la SNCF soit là en dehors de l'amitié qui nous lie avec Stéphane Rolland. Je suis très heureux qu'il y ait une entreprise en France qui ait compris, une entreprise publique en plus, qui ait compris combien il est important de lier le travail des entreprises à la lutte contre le terrorisme. Et également le travail des citoyens. Il y a les trois éléments. Et ici, il y a des journalistes, je fais référence à M. Pons en particulier, je ne suis plus ici. Mais c'est ça. On ne luttera pas, on va lutter contre le terrorisme, mais on ne réussira pas la lutte contre le terrorisme s'il n'y a pas ces trois piliers. Les acteurs régaliens, de quelque forme qu'ils soient, c'est-à-dire pas seulement l'État, pas seulement l'engagement des forces de police, pas seulement l'engagement de la justice, mais aussi l'engagement de l'armée. Ah, qu'est-ce qu'elle vient faire l'armée ici? Et bien sûr que l'engagement profond sur les théâtres d'opérations extérieures, sur l'épreuve, en particulier pour l'épreuve sur les champs de bataille, sur le terrain ici, par son engagement
pour la protection des citoyens, etc., etc. Donc il faut vraiment qu'on ait une vision transversale. Parce que si on fait un bilan, normalement on fait le bilan depuis 2001, on peut partir plus haut, on peut partir plus en amont. Je me souviens quand j'étais substitut à Toulouse, il y a bien longtemps, j'avais Action Directe déjà sur les bras. Et en particulier, j'ai traité, il ne le sait pas encore, j'ai traité l'histoire du train. Vous savez, cette histoire qui a été reprise dans le train d'enfer avec Roger Alain. C'était moi le substitut, en réalité. Et le commissaire de police, c'était Michel Tillet, qui est bien connu aussi de pas mal de gens. Et si vous voulez, donc il faut accepter que le terrorisme n'a fait que croître, et malheureusement pas embellir. N'a fait que croître depuis lors. Est-ce qu'on a été bon? Est-ce qu'on a suffisamment, je dirais, est-ce que ça aurait été pire? Est-ce que ça aurait été mieux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le triptyque de l'engagement dont je parle, c'est-à-dire autorité régalienne, entreprise et société civile, n'a jamais été vraiment élaboré d'une manière suffisamment fine, que ce soit dans le cadre de la prévention de la délinquance d'ailleurs, comme dans le cadre de la prévention du terrorisme en général. Et ça, c'est un point qu'on retrouve partout, si vous voulez, dans le monde. Dans le monde, on voit partout qu'il n'y a pas suffisamment je dirais, de cohésion entre ces trois éléments de la société. Souvent, les citoyens ont dit « Ah, c'est l'affaire de l'État. Les entreprises, c'est l'affaire de l'État. » Et puis, on se rend compte que les entreprises ne peuvent pas travailler parce qu'il y a du terrorisme, tout ça diminue sérieusement, et que les citoyens, ben, ils en payent le prix, parce qu'il faut quand même savoir à la fin que là, on parle de la radicalisation, mais là, un terme, la radicalisation. Ce sont les victimes du terrorisme. Ce sont les gens qui sont victimes des actes de terrorisme. Et moi, je dis toujours, quand on me dit « Ah, le terrorisme, on ne sait pas trop ce que c'est, etc. » Bon, il y a des fictions juridiques. Mais je dis toujours, le terrorisme a un visage. C'est le visage des victimes. Et c'est ça qu'on doit éviter. Et c'est pour ça qu'on travaille sur les questions de désengagement et de déradicalisation. Alors, on a des outils. Vous avez des outils au niveau français, on a des outils au niveau européen. Mais ça ne marchera pas tant que la clé de la lutte contre la radicalisation au niveau international ne sera pas trouvée. Et cette clé, c'est établir, c'est compliqué, mais c'est établir la confiance. Établir la confiance entre les autorités. Établir la confiance entre les gens qui travaillent sur les questions. Établir la confiance entre les entreprises, les autorités régaliennes et les citoyens, mais établir la confiance aussi entre les services, entre les entreprises au niveau international, etc. C'est compliqué, mais il va bien falloir arriver à établir cette confiance. On a des outils pour s'y raccrocher, parce que vous avez des outils nationaux, mais comme je dis souvent, le terrorisme étant un phénomène mondial, on n'y arrivera pas tout seul, jamais, impossible. Et on n'y arrivera pas. Au niveau européen, regardez la question des gens qui reviennent des zones de conflit. Ils reviennent d'où? Ils ne reviennent pas d'Europe, n'est-ce pas? Et ils ne reviennent pas forcément ici. Ils reviennent à travers ce qu'on appelle en anglais des broken travels, c'est-à-dire des voyages par lesquels ils passent par la Malaisie, par l'Indonésie, puis ils reviennent par des pays beaucoup plus neutres comme la Suisse, etc. ou ailleurs. Je dis la Suisse, mais ce n'est pas forcément le cas. Je cite juste, c'est simplement au niveau géographique, il n'y a pas de consonance directe. Donc, il nous faut des outils de travail. J'ai dénoncé pendant des années, par exemple, le fait que les points d'entrée, par exemple, pour les voyages, on a chacun un point d'entrée dans les pays, il y a 36 000 points, j'ai dénombré 36 000 points d'entrée pour regarder, si vous voulez, qui passe où. Si vous travaillez avec ICAO, ou OACI en français, l'organisation de l'aviation civile, vous avez un point d'entrée. Si vous travaillez avec le système API, c'est-à-dire Advanced Passenger Information, information avancée pour les passagers, et que vous connectez ça à la base de données d'Interpol, vous avez 68 millions de données. Si vous le connectez à des bases françaises seulement, il y en a beaucoup moins. Donc, si vous voulez, il faut avoir cette relation de confiance. Et si on n'a pas tous ces éléments, si on ne sait pas où les gens voyagent, on n'arrivera jamais à trouver le système. Bien. On est loin de notre point. Je reviens donc à la radicalisation, mais je voulais vous donner
comment dirais-je, une vision de la globalité de la mondialisation qui est nécessairement la mondialisation de la lutte. Ces gens-là, les terroristes, ceux qui sont radicalisés, eux, ils ont le sens de ça. Et on en vient à un quatrième point, avant de reparler encore du sujet de la radicalité, des engagements, c'est l'utilisation par les terroristes d'Internet. Alors on parle beaucoup de cybercrime. Soyons plus précis. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le cybercrime en général, dans notre sujet. Ce qui nous intéresse dans notre sujet, c'est l'utilisation non seulement de l'Internet, mais de toutes les formes comment dirais-je, d'utilisation, alors je dirais, non seulement de l'Internet pour la propagande, mais aussi de toutes les formes d'utilisation de l'Internet par les terroristes. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la propagande, et il faut penser que les terroristes, effectivement, qui sont des gens bien radicalisés, peuvent utiliser l'Internet pour toute autre chose. En particulier, on a produit un rapport il y a quelques jours sur des attaques sur les infrastructures. On en a vu quelques exemples, mais ce n'est que le début. Donc, si vous voulez, et ça peut être effectivement très sensible pour la SNCF, parce que attaquer les infrastructures, par exemple, des systèmes d'ordinateurs qui dirigent les aiguillages de train ou des choses comme ça peut avoir des conséquences dramatiques. Il n'y a pas que vous, il y a les infrastructures gazières, les infrastructures pétrolières, toutes formes des infrastructures électriques, des infrastructures nucléaires, etc. Parce qu'on est passé du règne de ce que vous avez connu, l'électromagnétique, où les gens faisaient de haut en bas et de bas en haut, si je veux dire, à l'intranet. L'intranet, c'est parfait, jusqu'au jour où il y a des hackers qui rentrent dedans, mais on sait très bien que jusque dans le cœur de la CIA, il était rentré Wikileaks, etc. Donc, si vous voulez, vous avez des dangers certains qui sont là. Et sur des gens radicalisés, pour en revenir à notre sujet, c'est extrêmement dangereux. À tel point d'ailleurs que nous sommes à la pointe de ce travail avec ICT for Peace, qui est une ONG suisse qui travaille beaucoup. Il faudra d'ailleurs qu'on se mette en relation avec eux. Et puis, surtout, toutes les grandes entreprises comme Google, comme Microsoft, etc. Microsoft a été le premier, avec Brad Smith. J'ai beaucoup travaillé avec lui, et nous avons vraiment mis des choses en route. Par exemple, une compagnie comme Microsoft, par exemple, et Facebook fait la même chose maintenant, n'ouvre plus de compte Facebook ou de compte Skype ou autre chose, mais pour des gens qui sont sur les listes. Sur les listes des organisations internationales, sur les listes, de l'ONU, ce qu'on appelle la liste Al-Qaïda. C'est la résolution 1267 des Nations Unies, les listes Al-Qaïda et ISIL, etc., etc. Donc, si vous voulez, vous avez toute une série de terroristes et d'organisations qui sont listées. Et si les gens qui veulent ouvrir un compte sont sur listés, Microsoft, Google, Twitter n'ouvrira pas de compte Microsoft, Google ou Twitter pour ces gens qui figurent sur ces listes. D'elles-mêmes font ça, les entreprises. Parce que d'autre part, vous savez, vous avez beaucoup de gens qui vous disent maintenant, il faut faire une grande convention sur la cybercriminalité, ça ne servira à rien, à mon sens. Et vous savez, c'est l'ancien conseiller de la Cour de cassation qui vous dit ça. Ça ne servira à rien parce que le droit est toujours en retard d'une guerre sur ces questions-là. Donc il faut que le droit s'adapte. C'est-à-dire que ça soit plutôt des arrangements entre les entreprises, l'État, la société civile, qui nous amènent justement à faire que, pour lutter contre le terrorisme, mais aussi la radicalisation, et là on commence à travailler le sujet, on ait vraiment des partenariats permanents. C'est ce qu'a créé l'initiative qui a été créée à Londres la semaine dernière, à l'initiative de Madame May, le Premier ministre britannique. Et nous y sommes dedans, dans cette initiative. Donc, si vous voulez, ça c'est les enjeux. Les outils au niveau international, on en a quelques-uns.
C'est très intéressant, d'ailleurs, les outils ont bougé. Avant, on parlait de convention internationale, de protocole. Pour travailler sur la radicalisation, qu'est-ce que vous voulez faire avec un protocole? Vous allez mettre 10 ans pour faire un outil convenable. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est la raison pour laquelle notre direction est au Conseil de sécurité. On utilise les résolutions du Conseil. Pourquoi les résolutions du Conseil de sécurité et pas celles de l'Assemblée générale? Parce que les résolutions du Conseil de sécurité sont des résolutions qui peuvent être prises vite. Qu'elles sont relatives toujours à la paix et à la sécurité dans le monde, ce qui est le cœur du sujet, et qu'elles peuvent être en plus revêtues de la force exécutoire. Alors, on sait ce que ça donne, c'est pas toujours bon, et c'est quelquefois difficile à mettre en œuvre, mais en tout cas, elles peuvent être utilisées non seulement comme un outil d'obligation, mais aussi comme un outil de coopération. En particulier sur la radicalisation, dans la résolution 2178, qui est une résolution prise sous le chapitre 7 de la Charte, que les militaires connaissent bien, puisque le chapitre 7, c'est celui qui permet d'utiliser la force armée dans le cadre des Nations Unies. Ces décisions sont prises, donc, ces résolutions sont prises, et ensuite elles deviennent non seulement obligatoires, mais aussi peuvent être revêtues de la force exécutoire. Et pour la première fois dans une résolution des Nations Unies, on a parlé de radicalisation. Et c'est la 2178 qui parle de ça. Mais on en a une seconde résolution du Conseil. Donc on a des outils, si vous voulez, qui sont connectés avec ce qu'on appelle le comité contre le terrorisme et la direction exécutive, pour lesquels on fait une sorte d'instigation d'outils. Au fur et à mesure qu'on a besoin d'outils, on les crée. Et là, on vient de créer un outil qui est la 2354, la résolution du Conseil, qui, elle, travaille sur tout ce qui concerne le contre-message. Alors on est encore plus au cœur du sujet. Donc tout ce qui va dans le contre-message, on va vous dire, ah, c'est une résolution obligatoire. Oui, bien, c'est une résolution obligatoire. Mais surtout, pensez que ça peut servir d'outil de coopération. Parce que ça nous fait une référence à un principe international, si vous voulez, qui est existant. Et donc, vous pouvez, quand vous êtes obligé de faire de la coopération sur le contre-messaging, vous pouvez très bien, le contre-message, vous pouvez très bien faire référence à cette résolution. Qui s'en sert? Personne, la plupart du temps. Mais il faut s'en servir. C'est ça. Et c'est là-dessus que vous pouvez vous lier avec les autres pays. Voilà ce que je voulais dire en introduction, parce que je pense que c'est important de rappeler tous ces éléments. La deuxième série de réflexions que je voulais présenter, c'était une réflexion qui a été menée par un institut ICCT, en Hollande, et qui a été très intéressante pour ce qui concernait le processus de radicalisation. Et ça, je crois que c'est important de savoir à chaque étape du processus de radicalisation comment on peut essayer de faire pour empêcher la radicalisation. Parce que, alors, désengagement, pour susciter, je dirais, le désengagement chaque fois que la radicalisation se produit. Parce qu'en fait, les gens se radicalisent, j'aime pas beaucoup ce mot d'ailleurs, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire au fond. C'est plutôt, si vous voulez, un processus d'engagement dans le phénomène criminel. Voilà, c'est plutôt comme ça. Et sur la base d'une idéologie, certes, mais comme l'idéologie est faussée dès le départ, si vous voulez, ça donne, le mot radicalisation ne veut pas forcément donner exactement le reflet de ce qui se passe. C'est un engagement de plus en plus évident dans une conduite criminelle. C'est ça qui est la vérité. Et on se focalise sur le terrorisme, mais le terrorisme, il a quoi comme but? Alors moi, je vais vous dire, sur le plan international, le terrorisme, on le qualifie par rapport aux autres crimes, par rapport aux autres délits, d'une manière très claire. C'est intimider la population générale d'un pays ou de plusieurs pays, ou bien obliger un gouvernement à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. C'est ça l'intention terroriste type. Et c'est là-dessus d'ailleurs qu'il ne faudrait pas diverger, et qu'on
qu'on diverge tant et plus, ce qui empêche la coopération internationale parce qu'on n'est jamais d'accord sur l'intention, l'intention qui vient. C'est ça. Le terrorisme, c'est intimider la population générale d'un pays ou de plusieurs pays, ou obliger un gouvernement à faire ou à ne pas faire quelque chose. Le reste est un crime. Tuer des gens par attentat par explosif, ou les tuer par autrement, mais en tout cas, c'est ça. Donc pour empêcher les gens, les acteurs, d'aller là, donc d'aller vers la commission du crime, qu'est-ce que c'est qui se passe en principe dans la tête d'une personne qui se radicalise? D'abord, c'est un élément de curiosité et intéressé. Puis un élément de considération. Il considère la chose de manière très claire. Il y a intéressé, puis oui, ça m'interpelle, je suis intéressé par ça. Et puis après, je m'identifie à ça. Et ensuite, je prends la décision de passer à l'acte. Tout ça dans un environnement. Dans un environnement qui est très bien calibré. C'est-à-dire que les organisations comme Daesh, par exemple, c'est très bien fait. On isole la personne de la société et on la met dans des petites structures. Des petites structures, il y a 2 ou 3 personnes, puis une personne qui parle à cette personne-là. La même chose d'ailleurs pour les femmes, comme pour les hommes. Avec des centres d'intérêt différents, mais on isole bien. Donc vous voyez comme il faut avoir une vision très spécifique, parce qu'à chaque étape, il faut essayer de contrer le message, de contrer cet engagement de plus en plus important vers le crime. Alors, comment vous allez, par exemple, empêcher la curiosité d'aller vers l'extrémisme violent? Ah, oui, pourquoi pas? La première chose, c'est d'empêcher d'avoir des plateformes qui permettent, des plateformes sur Internet ou ailleurs, d'autres plateformes de tout type, qui vont permettre justement la dissémination de l'information et qui va susciter l'intérêt. Et puis, je veux dire, il faut aussi montrer la fin de l'histoire, toujours. Quand on a un certain intérêt, il faut dire, oui, mais où est-ce que ça amène à la fin? Quand la personne a encore un peu le sens de ce qu'elle fait, où est-ce que ça amène? Ça amène à un désastre. Ça amène à un désastre, la parole des victimes, la parole des gens qui en sont revenus, la parole des personnes qui ont été radicalisées, qui se sont désengagées. Tout ça, si vous voulez, à chaque étape, il faut bien arriver à le mettre en place. Et encore plus, pour ce qui concerne la considération, plus que la curiosité, il faudra faire usage comment dirais-je, de ces gens qui reviennent, encore plus à ce niveau-là. Parce que, comme les personnes qui se radicalisent à ce moment-là sont prises dans des micro-communautés, comme je l'ai juste indiqué, il faut vraiment taper juste par rapport à des personnes qui ont déjà été dans le processus de radicalisation et qui peuvent leur donner, des éléments de découragement ou de division là-dessus. Il y a toute une matrice que je mettrai à la disposition du centre qu'on pourra éventuellement ensuite mettre en site par rapport à ça et qui me paraît très important. Il faut aussi essayer d'avoir, c'est une deuxième chose, donc il y a curiosité, considération, identification, décision de passer à l'acte, et je dirais, au moment du passage à l'acte, essayer vraiment d'avoir, comment dirais-je, une espèce de moment critique. Et ça, c'est après une action ratée, après quelque chose qui ne va pas, il faut vraiment essayer de faire la critique de ça. Essayer de l'aider à faire la critique de ça. À celui qui se radicalise ou à ceux qui se radicalisent.
Et comme je le disais aussi en début d'intervention, il faut être très spécifique. Hein, c'est-à-dire qu'il faut savoir le contexte dans lequel la personne s'est radicalisée, savoir quelle est son histoire, et travailler, c'est certainement ce qui a échoué également en matière de prévention du crime. Moi j'ai été assez intéressé par notre histoire française sur la prévention du crime, et travailler aussi sur de nouveau les interconnexions entre la société civile, l'autorité étatique et les entreprises. On n'a sûrement pas travaillé assez dans les années 80-90 sur les interconnexions entre le côté sociétal, l'autorité de l'État et les entreprises. Et les entreprises n'étaient pas suffisamment engagées là-dedans, ce qui fait qu'il n'y avait pas de moteur qui pouvait permettre aux gens de sortir de ces situations. C'était toujours l'assistance sociale, mais si vous voulez, ça partait toujours sur une action sociale, et ça partait jamais sur une action cohérente, complètement intégrée. Je voulais aussi indiquer que, en ce qui concerne le contre-message, il faut aussi l'adapter à chaque société finalement. Le contre-message, certainement, dans les pays du Maghreb, dans les pays du Moyen-Orient ou au Pakistan, n'est pas le même contre-message qu'ici. C'est-à-dire qu'ils doivent insister d'une manière beaucoup plus approfondie, par exemple, sur les différences qui existent entre, je dirais, les différents courants de l'islam, et essayer de les unir, et essayer de voir comment faire pour gommer les différences, alors que chez nous, c'est plutôt détacher la question de, comment dirais-je, de la religion, de la question de la violence. C'est ça qu'il nous faut intégrer et remettre en place effectivement quelques éléments, les éléments de citoyenneté plus forts tels qu'on les a dans notre histoire. Une question qui va vous intéresser certainement, c'est qu'on pourrait peut-être aussi utiliser les 40 à 50% pour lutter contre la radicalisation, les 40 à 50% des gens qui sont revenus. Parce que des théâtres de champs de bataille, il y en a à peu près entre 40 et 50% qui sont revenus. Ça, c'est un point. Il faudra aussi utiliser tous les réseaux possibles et imaginables, ce qui est déjà fait pas mal, mais pour empêcher les messages qui sortent comment dirais-je, des officines techniques assez élaborées de Daesh. Et les officines techniques de Daesh assez élaborées sur les questions techniques, elles sont encore bien, il ne faut pas se tromper, elles sont encore bien vivantes. Bien que le territoire se soit bien réduit, les sources financières aussi n'en sont plus qu'à 13 millions de dollars de revenus cette année. Pour comparer, il y a 2 ans, ils en étaient chez Daesh entre 2,5 millions et 3 millions de dollars par an. 2,5 milliards et 3 millions de dollars. 2,5 milliards et 3 milliards de dollars par an. Cette année, il n'en était plus qu'à 13 millions. Donc c'est une réduction considérable, si vous voulez, des ressources. Il n'empêche que pour travailler sur du web, pour travailler sur des questions techniques de ce type, vous voulez, sur ICT, c'est pas forcément très cher. Et donc, utiliser, pour bien repérer, mais ça, les autorités le savent le faire, entre les 50%, entre 50 et 50% qui sont revenus, et essayer de faire attention aux 50% qui vont revenir. En fait, 50% il ne va pas revenir, 50% parce que beaucoup seront tués, mais les gens qui reviennent maintenant sont beaucoup plus radicaux, sont beaucoup plus durs. C'était des combattants beaucoup plus forts que ceux qui sont rentrés. Ceux qui sont rentrés, il y en a qui sont rentrés parce qu'ils ont beaucoup de chance, parce que les autres ont été tués par ISIS quand ils voulaient s'échapper, avec leur famille d'ailleurs. Donc
Donc c'était des gens plus tendres sur lesquels on peut peut-être dévider le fil et voir quels sont les moyens pour influencer sur la radicalisation des gens. Donc vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que enfin, il y a énormément d'actions. C'est une action vraiment, ça n'est pas une action, c'est une série d'actions bien coordonnées. Et comme on a ici au centre la préoccupation de faire les choses sur le terrain, de détecter les actions qu'il y a à mener, je pense que nous sommes dans la bonne enceinte pour pouvoir travailler sérieusement avec les entreprises, avec les autorités, avec l'ONU, pour qu'on arrive vraiment à cibler d'une manière précise. Je vous ai donné quelques pistes, mais ces moyens de déradicalisation, ces moyens de désengagement plus exactement, parce que ça n'est pas facile, parce qu'on ne peut pas parler en général, parce qu'il faut avoir des pistes, si vous voulez, que l'on mette dans un pot commun, mais après, avec chaque action doit être bien spécifique par rapport aux éléments, c'est-à-dire aux personnes qu'il convient de déradicaliser. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi jusqu'à maintenant. Ça serait trop facile. Si on avait des choses qui... Par exemple, comme je vous ai dit au départ, il y a une grande divergence actuellement entre les gens qui pensent que un des facteurs de radicalisation, c'est la pauvreté, c'est le manque de culture, etc. Et d'autres qui disent c'est pas du tout ça. Bien. Le débat, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Parce qu'il y a des gens qui viennent effectivement d'un côté de la barrière et d'autres qui viennent de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire vous avez effectivement, si vous prenez par exemple les phénomènes enfants, les phénomènes de banlieue, effectivement vous pouvez avoir les deux cas. Vous pouvez avoir un cas qui vient de la culture, vous pouvez avoir un cas qui vient de la pauvreté, les deux se mélangeant. Vous pouvez aussi avoir des gens, et ça il faut le souligner de plus en plus, qui passent par le crime organisé. Alors, quand je parle de crime organisé, dans ce cas, je ne parle pas forcément de mafia. D'accord? Les Italiens font cette différence très intéressante. Ils ont des infractions qui sont les infractions mafieuses et des infractions de crime organisé. C'est-à-dire, je dirais, l'étage en dessous de la fusée. Pourquoi? Parce que, par exemple, une infraction de crime organisé telle que définie par la Convention de Palerme, la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée, c'est 3 personnes qui se réunissent pour commettre un crime avec certaines circonstances bien précises que je ne vais pas vous expliquer ici, ça fera l'objet de notre débat. On pourrait faire un débat des crimes organisés et terroristes qui serait très intéressant. Il n'empêche que le crime organisé, c'est le petit crime, les petits crimes liés au trafic de drogue. Bon, et puis les armes, les trafics d'armes, donc pas forcément à grande échelle. Hein. Mais ça, c'est un creuset très important parce qu'il n'y a plus la notion de la règle, de la loi. On glisse. On glisse dans le crime organisé, mais quand on glisse dans le crime organisé, on est encore des voyous. Et quand on arrive en prison et qu'on trouve des gens qui vous donnent une idéologie blanchie de votre stature de voyou, ça peut être intéressant. On dit, ah oui, je suis un petit peu bien, moi je ne l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait pour le reste. Je l'ai fait pour la cause. Mais, donc ça permet de justifier ou d'avoir une certaine de légitimiser ce qui était une conduite déviante ou une conduite criminelle. Donc il ne faut jamais oublier ça, il ne faut jamais oublier que de nombreux, pas tous, c'est pareil, pas tous, mais de nombreuses personnes passent par la case prison, et on en parlera je pense cet après-midi, passent par la case prison pour se radicaliser. Mais pas toutes. Donc c'est la raison pour laquelle, à la fin, ce dont on a besoin, ce qu'on préconise toujours, nous, à la DECT, c'est une stratégie nationale, puis une stratégie régionale de lutte contre l'extrémisme violent. Si vous n'avez pas de stratégie qui comprenne la totalité des acteurs, vous n'arriverez pas au bout du bout. Il faut qu'il y ait des journalistes,
les entreprises, la société civile, l'État, les collectivités locales, avec une stratégie. Qu'est-ce qu'on a remarqué, moi, à la DECT? Alors, moi, la DECT, c'est simple ce qu'elle fait. Vous allez me dire, ah, mais qu'est-ce que c'est ces trucs à l'ONU qui font quoi? Moi, mon organe, c'est très simple. Je suis l'organe indépendant qui évalue les capacités antiterroristes et analyse les capacités antiterroristes des États. C'est simple. Alors, j'ai une série d'experts, etc., mais on fait aussi venir avec nous des experts de l'Union européenne, par exemple d'Europol, d'Interpol, de l'Organisation de l'aviation civile, internationale pour l'aviation civile, etc. Quand on va visiter un pays, on est 17, 18, 20. Une grosse mission. Mais chaque fois, si vous voulez, on trouve d'abord qu'il n'y a pas de cohérence dans les actions. C'est-à-dire que la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. Et c'est systématique. Et que, la plupart du temps, si vous voulez, les actions de prévention sont souvent des actions, je dirais, artisanales. Voilà. Il n'y a pas de stratégie, vraiment, au niveau des actions de prévention. Quant aux actions de répression, c'est pareil. Les services de renseignement qui ne parlent pas, qui ne se parlent pas entre eux, au niveau national, je parle, ou des services de renseignement qui ne parlent pas aux services de police ou civiliana, de gendarmerie, fréquents, ou qui parlent mal, ou qui gardent des informations, ou qui ne les trient pas, ou qui en donnent trop, etc. Donc il n'y a pas de stratégie. Donc ce que je vous propose, si vous voulez, c'est qu'à la fin de ce colloque, avec tous les sujets qu'on aura abordés, on ait une vision stratégique, et les militaires en principe qui sont pour là-dessus. Donc vous devriez arriver à faire quelque chose de pas mal. Et vous aussi à la SNCF, donc vous devriez faire la stratégie. Quelquefois, c'est pas toujours, on ne vous arrive pas toujours à la mettre en pratique, mais quand même, vous avez la stratégie. Donc, si vous voulez, c'est de là qu'on peut arriver après à avoir des tactiques. Mais si on n'a pas défini, et j'ai quelques éléments de stratégie ici, si on n'a pas défini une stratégie pour savoir ce qu'on va faire ensemble, donc on va continuer à parler. Et ça ne servira pas suffisamment, on aura de belles conclusions, mais je pense que la spécificité de ce centre, c'est justement, comme vous l'avez dit, monsieur le directeur général, d'orienter nos actions, d'orienter nos travaux pour arriver à aboutir à proposer des actions. C'est bien ça. Donc si on arrive à proposer des actions, il faut vraiment connaître cette vision stratégique dans la tête. Que ce que l'on dira cet après-midi sur la radicalisation en prison, ça soit lié à ce que l'on fait à l'ONU. Que ce que l'on fait à l'ONU, ça soit lié à ce qu'on fait à la SNCF. Que ce que l'on fait à la SNCF, ça soit lié à ce que l'on fait au niveau des forces de police ou des policiers, des soldats qui sont dans la rue et qui sont d'ailleurs souvent très fatigués d'y être parce que ça demande beaucoup de travail et c'est tout le temps, et c'est tout le temps, et c'est tout le temps. Donc, si vous voulez, tout ça, il faut qu'on le réalise. D'autant plus que les personnels militaires qui sont sur le terrain doivent savoir, eux aussi, arriver à trouver en face d'eux les symptômes des gens qui peuvent se radicaliser, etc. Que ce ne soit pas simplement aller dans la rue pour une simple présence passive, si j'ose dire. Après, on dit à son supérieur fait ce qu'il en veut, il a bien aimé, qu'il y ait une cohérence dans ses actions. Et qu'il y ait une cohérence aussi au niveau du travail de la recherche. On peut avoir plusieurs centres de recherche. Il faut qu'il y ait plusieurs centres de recherche, parce que l'émulation, elle se fait par là. Mais il faut qu'il y ait aussi des cohérences d'action au niveau des centres de recherche. Donc, ces cohérences d'action, on peut avoir un pool. Par exemple, on peut avoir un pool de recherche. Moi, j'ai créé, à la DECT, il n'y avait pas de recherche. J'ai créé une petite équipe de recherche et on a 65 instituts dans le monde qui travaillent pour nous, qui travaillent en réseau pour nous. Le centre est un de ces instituts qui travaille dans ce réseau. Donc il va falloir, on est en train d'essayer de faire que tout ça puisse effectivement travailler ensemble et surtout partager l'information et partager l'information d'une manière appropriée. Parce qu'on a souvent trop d'informations. On est submergé d'informations. On parle de tout et tout, mais non, il faut travailler d'une manière scientifique et précise. Je suis sûr que ce sont
les éléments des travaux que nous aurons aujourd'hui, que nous allons développer aujourd'hui. Je vois sur ce plateau déjà beaucoup de gens qui, dans le programme, vont travailler dans ce sens. Soyez certains que les Nations Unies, et en particulier, surtout, la direction exécutive du contre-terrorisme du Conseil de sécurité, j'insiste bien, du Conseil de sécurité, chargé de la paix et de la sécurité, sera toujours avec vous dans ces actions, sera toujours avec vous dans ce travail, et sachez aussi que tout ce travail sur la radicalisation que vous faites, ça sera aussi rapporté au niveau des Nations Unies, et que vous aurez contribué, dans la mesure de vos moyens, à l'évolution de ce travail contre la radicalisation, pour le désengagement des gens qui veulent aller vers la radicalisation, et enfin, notre but final, contre le terrorisme. Merci.